Salut. Dans cette vidéo, on détaillera la méthode de résolution du premier exercice de la première session 2006 pour la section SV. Vérification de la deuxième loi de Newton, qui est en lien avec le chapitre de la quantité de mouvement. Un solide S de masse M égale à 100 g et de centre de gravité G peut glisser sur un rail incliné d'un angle alpha sur l'horizontale, tel que sinus alpha égale à 0,4. Donc là, déjà, on a la masse en grammes, donc 100 grammes. On peut la convertir déjà directement en kilogrammes. De grammes en kilogrammes, on divise par 1000, donc c'est 0,1 kg. Et on a le sinus alpha directement, donc pour l'angle alpha que fait cette route avec, ou bien l'inclinaison, ce rail avec l'horizontale. G peut alors se déplacer sur un axe x'(x) parallèle au rail. Donc ça, c'est l'axe du mouvement x'(x) orienté vers le bas. On donne G égale à 10 mètres par seconde au carré. Ça, c'est l'intensité de la pesanteur. On lâche S sans vitesse initiale. Donc, vous voyez là, on utilise le terme lâche. Donc, si on lâche, c'est sans vitesse initiale. À la date T0 égale à 0. Alors, V, la vitesse de ce mobile au point G0, ou bien la vitesse V0, n'est d'autre que 0 mètres par seconde. Et on enregistre à des intervalles de temps successifs et égaux, à taux égal à 50 millisecondes, donc entre deux points consécutifs, il s'écoule une durée taux égal à 50 millisecondes, et quelques positions de G, soit G0, G1, G2, etc. jusqu'à arriver au point G5. Aux dates respectives T0, T1, T2, T5. Donc, 50 millisecondes, on peut la convertir en secondes, c'est 50 par 10 à la puissance moins 3 secondes. Ça, c'est la durée entre deux points consécutifs. On obtient alors donc, les valeurs des abscisses x égales à G0G, donc c'est toujours par rapport à G0. G0, ça c'est l'origine. Donc, par rapport à G0, on a les différentes positions en fonction du temps. À l'instant T1 égale à taux 1, on a repéré la position du mobile par son centre de masse. On a mis G1 là, G1, tel que G0, G1, ça son abscisse égale à 0,5 cm. On obtient alors le tableau suivant. À chaque instant, on a la position X sur cet axe. Vérifiez que les valeurs de la vitesse du mobile aux dates T2 égale à 2 taux et T4 égale à 4 taux sont respectivement V2 égale 0,4 m par seconde et V4 égale à 0,8 m par seconde. Là, pour calculer la vitesse, il faut se rappeler de la définition de la vitesse. La vitesse instantanée, ou bien la vitesse en gros, n'est autre que la distance sur la durée. Donc déjà, ça c'est la définition, distance sur durée. Mais là, pour calculer la vitesse en un point, donc la vitesse instantanée, on aura besoin de faire la vitesse moyenne sur une très courte durée. Une très courte durée, ça veut dire, par exemple, si j'ai besoin de la vitesse au point G2, là. Donc, au point G2. Le point G2 est entouré par les positions G1 et G3. On peut alors calculer la vitesse moyenne sur la distance G1, G3, soit la vitesse au point G2, n'est autre que G1, G3 sur 2 taux. Pourquoi 2 taux? On aura là une durée taux qui s'écoule entre G1 et G2 et une durée taux entre G2 et G3. Car entre deux points consécutifs, on a la même durée qui s'écoule. Alors, vitesse au point G2, c'est G1, G3 sur 2 taux. Or, G1, G3 n'est autre que la position du point G3 moins la position du point G1. Donc, c'est l'abscisse de G3 moins l'abscisse de G1. Soit, donc, c'est G0, G3 moins G0, G1. Ce sont les abscisses des différentes positions sur deux taux. Application numérique, G0, G3, c'est 4,5, moins G0, G1, c'est 0,5, et tout ça est en centimètres. On peut le convertir alors en mètres. Par 10 moins 2, on obtient la distance en mètres. Sur deux taux, sur deux fois, la durée taux, c'est 50 millisecondes. 50 par 10 à la puissance
moins 3. On fait le calcul, 4,5 moins 0,5 c'est 4. 4 divisé par 2 déjà c'est 2. Donc, ou bien là on peut mettre 2 fois 50 c'est 100, 110 moins 3 c'est 10 moins 1. 10 moins 2 sur 10 moins 1 c'est déjà 10 à la puissance moins 1. 4 10 moins 1 n'est autre que 0,4 mètres secondes moins 1. Donc c'est bien la valeur qui a été proposée dans l'exercice. V4, donc la vitesse V4 au point G4. On sait maintenant que le point G4 est entouré par les positions G3 et G5. On aura alors G3, G5 sur 2 taux. Ça, c'est la définition pour calculer la vitesse instantanée. G3, G5 n'est autre que G0, G5, c'est la position du point G5, moins G0, G3 sur 2 taux. Application numérique, G0, G5 c'est 12,5, moins G0, G3 c'est 4,5. Ça c'est la distance en centimètres, il faut la convertir en mètres, donc c'est par 10 moins 2. Sur 2 taux, c'est pareil, 2 fois 50 par 10 moins 3. Si on fait le calcul, on va obtenir 0,8 mètres par seconde qui a été la valeur proposée dans l'exercice. On aura alors V, donc on note là la vitesse au point G2 n'est autre que V2 et V4, les vitesses respectivement au point G2 et G4. 2. Calculer l'énergie mécanique du système mobile Terre aux dates T0, T2 et T4, sachant que le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal passant par le point G0. Il nous demande de calculer l'énergie mécanique. Quelle est la définition de l'énergie mécanique? Déjà, on sait que l'énergie mécanique n'est autre que la somme de EC plus EPP et de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie potentielle élastique, mais là, on n'a pas de l'énergie potentielle élastique, on n'a pas un ressort. Donc, pour les différentes positions, on a pour le point, donc là, le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est bien indiqué. On a besoin de l'énergie mécanique à l'instant T0, à l'instant T2 et à l'instant T4. À l'instant T0, donc le mobile était en position au point G0, donc il était déjà au niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, EPP au point 0 est égal à 0. On lâche sans vitesse initiale, alors EC0 est égal à 0. La somme de ces deux termes, EM au point 0, n'est autre que 0 joule. Donc il faut bien expliquer là que le point à l'instant 0, le mobile était au point G0 qui est au niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Son énergie potentielle est nulle. Énergie cinétique est nulle car par définition l'énergie cinétique c'est 1/2 m fois la vitesse au carré. Or la vitesse au point G0 était nulle, on a lâché sans vitesse initiale. Passons à l'instant T2. À l'instant T2, on a besoin tout d'abord de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP2. Or, par définition, l'énergie potentielle de pesanteur n'est autre que M fois G fois la position. La position là, il faut bien indiquer que G2 est sous le niveau de référence. En dessous du niveau de référence, l'énergie potentielle de pesanteur est négative. Ok? Donc là, il faut bien trouver la position verticale par rapport au niveau de référence. Prenons le point G2 par exemple là, si ça c'est G2. La position par rapport au niveau de référence n'est autre que celle-là. Donc ça c'est la distance par rapport au niveau de référence. Je vais noter ça Z de G2. C'est une position, donc c'est au-dessous du niveau de référence, donc c'est moins. Et là, on sait uniquement G0, G2. Or, on sait que l'angle alpha que fait cela avec l'horizontale se trouve aussi, donc ça c'est l'angle alpha, on a ces deux droites qui sont parallèles, donc ces deux niveaux sont parallèles, on a ces deux angles alternes internes, donc on trouve alpha aussi là. Donc ces deux angles alternes internes qui sont définis par ces deux droites parallèles et cette séquente sont alors égaux. Donc, sachant que ça c'est l'angle alpha, on a G0, G2 qui est l'hypoténuse, on a besoin du côté opposé. Alors, Z de G2,
qui est le côté opposé à alpha, n'est autre que G0, G2 fois sinus de alpha. Donc, avec Z qui est négative. EPP2 est alors égal à MGZ2, avec Z2 qui est la position négative, soit MG moins MG, G0, G2, fois sinus de alpha. Application numérique, la masse, il faut bien noter là que la masse est indiquée par grand M, donc il faut respecter les notations, c'est grand M. EPP2 c'est moins alors 0,1 pour la masse en kilogrammes, G c'est 10, G0, G2 qui est en centimètres est égal à 2 cm, donc c'est 2 par 10 à la puissance, donc 2 cm en mètres c'est 10 moins 2, et sinus de alpha qui a été donné dans l'exercice c'est 0,4. Donc si on calcule EPP2 à l'instant T2, on obtient égal à 0,1 fois 10, c'est 1 déjà, donc c'est 2 fois 0,4, c'est 0,8 par 10 moins 2, donc c'est moins 8 par 10 à la puissance moins 3 joules. Ça c'est EPP2. EC2, c'est 1 demi M, donc c'est la masse, fois la vitesse, donc EC2, la vitesse V2 au carré. On vient de déterminer la vitesse V2, qui est égale à 0,4 mètres par seconde. On obtient alors 1 demi fois la masse, c'est 0,1 en kilogrammes. La vitesse V2 qui est 0,4 au carré. Si on fait le calcul, là, on obtient plus 8 par 10 à la puissance moins 3 joules. On fait la somme de ces deux termes, EM2, qui est égal à EPP2 plus EC2, on obtient 0 joules. Donc ça, c'est pour l'énergie mécanique au point M2. Au point G4, et donc à l'instant T4, on a besoin de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique au point à l'instant T4, le M4, n'est autre que EPP4 plus EC4. Or, EPP4 n'est autre que MGZ, Z de G4, c'est moins MG, donc c'est comme si, donc c'est pareil à cette expression, donc c'est moins M, de nouveau c'est grand M, donc c'est moins MG, G0, G4 par sinus de alpha, plus 1 demi MV4 au carré, 1 demi MV2 est égal à moins 0,1 fois 10 fois G0, G4, c'est 8 par 10 à la puissance moins 2, par sinus de alpha c'est déjà 0,4, plus 1 demi fois 0,1, fois la vitesse V4 c'est 0,8, qui a été déjà déterminée, donc 0,8 au carré. Si on fait maintenant aussi le calcul, on obtient 0 joules. Donc, ça c'est pour la question 2A, il faut déterminer l'énergie mécanique au point à l'instant T0, T2 et T4. Donc, il faut faire attention là que l'énergie mécanique c'est la somme de EC et EPP et que le niveau de référence est au point et au niveau horizontal passant par G0, donc l'énergie potentielle de pesanteur là est négative. Pourquoi peut-on admettre que le mobile se déplace sans frottement sur le rail? Donc on sait déjà que si on n'a pas de forces de flottement, si le travail des forces de flottement est nul, on sait que delta EM, s'il y a variation de l'énergie mécanique, cela est dû au travail des travaux des forces de flottement. Or là, on remarque que EM0 est égal à EM2, est égal à EM4, qui est égal à 0 joules. Donc là, l'énergie mécanique est conservée, delta EM est égal à 0, on peut affirmer déjà qu'il n'y a pas de force de flottement. On peut admettre que le déplacement se fait sans flottement. Donc c'est dû à la conservation de l'énergie mécanique. Question 3. Déterminer la variation de la quantité de mouvement delta P égale P4 moins P2 durant delta T égale T4 moins T2. Donc, la variation de la quantité de mouvement sera donnée par delta P, donc il nous donne la définition là de delta P, qui est égal à P final, c'est P4
moins P2. Or, par définition, la quantité de mouvement, c'est le produit de M par le vecteur vitesse. Donc là, c'est M par V4 moins M par V2. Ce qui donne M en facteur V4 moins V2. On sait déjà la valeur de V4 et la valeur de V2, et tout ça c'est suivant le vecteur unitaire, I, car c'est suivant l'axe du mouvement. Donc le mouvement est rectiligne, suivant l'axe du mouvement exprime X, V2 et V4 sont suivants I. Donc on peut déterminer la variation du vecteur quantité de mouvement est égale à M c'est 0,1 par, là déjà V4 et V2 sont respectivement 0,8 et 0,4 et tout ça c'est suivant le vecteur unitaire I. Donc c'est 0,8 moins 0,4 suivant le vecteur I. 0,8 moins 0,4 c'est 0,4 fois 0,1. Cela nous donne 4 par 10 à la puissance moins 2. Donc delta P n'est autre que 0,04 I. Il ne faut pas oublier le vecteur unitaire I, car là, il nous demande la variation du vecteur quantité de mouvement et non pas uniquement la valeur. On a déjà alors la variation du vecteur quantité de mouvement. 4A, faire l'inventaire des forces s'exerçant sur S. S, ce mobile qui se déplace sur le rail, est soumis à des forces extérieures. On vient de déterminer qu'il n'y a pas de force de frottement. Alors, il est en interaction avec la Terre. Donc, il y a le poids qui est vertical vers le bas. Et il y a la réaction normale du support. Donc, je vous rappelle, normale, ça veut dire perpendiculaire. Réaction normale du support, c'est la réaction qui est à chaque instant perpendiculaire au support vers le haut. Donc, qui est perpendiculaire à la direction du mouvement. Donc, le mobile n'est soumis qu'à l'action de ces deux forces. Donc, P et Rn. Donc, ça c'est l'inventaire des forces s'exerçant sur le mobile de masse grand N. Montrer que la somme sigma F de ces forces s'écrit somme des forces extérieures égale mg sinus de alpha suivant le vecteur unitaire I. Donc, la somme de ces vecteurs forces n'est autre que P plus Rn. Donc, tout d'abord, on a somme des vecteurs force est égal à P plus Rn. Or, on peut décomposer déjà le vecteur P suivant deux directions, donc suivant l'axe du mouvement, on aura alors Px, et suivant l'axe qui lui est perpendiculaire, donc dans la direction de Rn, qui est Py. Donc on peut dire que P n'est autre que, donc là le vecteur P, le vecteur poids, n'est autre que une composante suivant l'axe des x qui est I, et une composante suivant un axe qui lui est perpendiculaire, soit un axe qui a comme vecteur unitaire J. Alors on peut dire que c'est PI plus PJ. Or, PI, P suivant l'axe des x, ou bien PX et PY, suivant l'axe des x, c'est cette composante. Donc en projetant P suivant cette direction, là on a l'angle alpha qui se trouve là. On a besoin du côté qui lui est opposé, soit P par sinus de alpha suivant I, et suivant l'axe J, c'est moins, donc il est orienté dans le sens négatif, donc là Px est dans le sens positif de l'axe, mais Py c'est moins P cosinus de alpha suivant J est égal à mg sinus de alpha I moins mg cosinus de alpha suivant J. La réaction normale du support n'a qu'une seule composante qui est suivant l'axe J. Alors Rn, d'autre part, c'est Rn suivant J. Là, il faut bien noter que le mouvement est suivant l'axe x'. Donc l'axe du mouvement n'est autre que x'. Puisque le mouvement est suivant cette direction,
suivant la direction qui lui est perpendiculaire, soit l'axe Y', on a la somme des vecteurs force est égale à 0. Donc la somme des composantes suivant Y' est égale à 0. Soit Rn plus Pj est égal à 0. Il nous reste alors la somme des forces extérieures, somme des vecteurs force, qui est somme de F, est égale à la composante P suivant l'axe des X, soit Mg, sinus de alpha, suivant I. Donc, ça c'est pour l'expression de la somme des forces extérieures. Donc, on continue là. On a maintenant la somme des forces extérieures. En admettant que delta T est suffisamment petit, et en confondant delta P sur delta T par dP sur dt, montrer que la deuxième loi de Newton est vérifiée. La deuxième loi de Newton nous permet d'écrire somme des forces extérieures est égale à dP sur dt. Donc là, il nous demande de considérer que dP sur dt n'est autre que delta P sur delta T. Delta P étant le vecteur variation de la quantité de mouvement. Donc il ne faut pas confondre delta P avec P, le vecteur poids. Donc la force. Soit delta P, on a déjà delta P, qui est P4 moins P2. Donc c'est P4 moins P2 sur T4 moins T2. Or, delta P, donc il faut démontrer que la somme des forces extérieures n'est autre que cette expression. On a la somme des vecteurs forces extérieures. Et P4 moins P2, on vient de déterminer P4 moins P2 qui est à 0,04 I sur T4 moins T2. Or, T4 c'est 4 taux, T2 c'est 2 taux, 4 taux moins 2 taux c'est 2 taux, soit 2 par taux c'est 50 millisecondes, donc c'est 50 par 10 moins 3. Donc, on fait le calcul, on obtient delta P sur delta T égale à 0,4 I. D'autre part, si on fait là une application numérique, mg sinus alpha, m c'est 0,1 fois 10, fois sinus de alpha c'est 0,4, tout ça suivant I, on obtient de même 0,4 I. On a alors somme des forces extérieures égale dP sur dt. La deuxième loi de Newton est bien vérifiée. Il faut noter là que la deuxième loi de Newton ne peut pas être expliquée, mais elle peut être vérifiée expérimentalement. Donc là, on vient de déterminer, de montrer que la deuxième loi de Newton est bien vérifiée.